Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de trouver la typologie exacte des régimes fonciers au Maroc. Paul Descroux, il est toujours cité parce que c'était un grand professeur à l'université de Rabat. Il a écrit un ouvrage historique sur le droit foncier et on le verra ensemble en S6 quand on va étudier ensemble le droit international privé parce que c'est lui qui a écrit, je crois, l'unique ouvrage en droit international privé. Donc pour lui, il y a 8 régimes fonciers. Il y a le régime des terres immatriculées, en opposition avec les terres non immatriculées, les biens habous, on verra la semaine prochaine, le droit coutumier musulman. Donc à mon avis, c'est ce qu'on entre dans la catégorie des biens milk, les terres collectives, les terres guiches, les terres situées à l'intérieur des périmètres d'irrigation, les biens de famille et les lotissements. Ça, c'est la nomenclature de Paul Descroux. Autre auteur, mesureur, lui, il en dénombre 8, mais ça, c'était bien avant, c'était en 1921. Alors, lui, il considère qu'il y a 7 types de terres rattachées aux indigènes, donc les terres mortes, les terres milk, les terres collectives des tribus, les terres mrzin, les terres guiches, les terres de tribus, neiba, les biens habous, et de l'autre côté, les terres modernes. Donc pour lui, c'était soit cette terre, 7 types de régimes qui appartenaient aux indigènes, et puis le reste, c'était les terres immatriculées au niveau de la conservation foncière. C'était les terres appartenant aux colons. Bon, cette nomenclature-là, elle ne vaut pas. Paul Pascon, en 1971, lui, il en dénombrait un peu plus. Il disait qu'il y avait 7 statuts principaux et 27 sous-statuts. Ça reste compliqué. La meilleure classification, c'est celle de Paul Descroux, même si il faudrait retirer certaines catégories. Les 2 classifications, terres immatriculées, les biens immatriculés, les biens non immatriculés. Vous avez les terres collectives, vous avez les biens milk, vous avez les biens habous, vous avez les biens guiches, vous avez les biens appartenant à l'État. Si on veut avoir une simplification du régime foncier actuel. Alors, ça s'est un peu coupé, mais vous avez la superficie en fonction des types du régime juridique de la terre. Donc la prédominance, c'est les terres collectives qui représentent à peu près 41% des terres, des superficies des terres au Maroc. Ensuite, vous avez 27,7% pour les biens milk, propriété privée, d'accord. Les biens guiches, 0,7, pas beaucoup. Les biens habous, 0,3%. Mais en attendant, il y a un problème d'inventaire des biens habous. Et quand on va l'étudier, on va le voir. C'est qu'il y a un problème d'identification des biens habous. Beaucoup de biens ont été donnés, mais ils n'ont pas été répertoriés. Ensuite, vous avez le domaine de l'État, vous avez le domaine public, privé et forestier. Il faut savoir aussi que ces régimes juridiques vont donner également une gestion qui sera différente. Les terres collectives vont être gérées par le ministère de l'Intérieur. Ça va être l'organisation de tutelle. Pour la propriété privée, il n'y a pas d'organisme de tutelle parce que la propriété est individuelle. Les individus peuvent librement céder leurs biens et personne ne peut s'interposer dans leurs biens, sauf l'État quand il a besoin d'exproprier. Les biens guiches, ce sont des biens pareils qui sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Les biens habous, c'est le ministère des Affaires islamiques, puisque ces biens-là, ce sont des biens que les gens, des particuliers, vont donner aux habous pour... Pourquoi ils donnent des biens aux habous?
Pourquoi j'ai un j'ai un terrain, je vais le donner au habous. J'ai, par exemple, je vais construire une mosquée. Pourquoi je construis une mosquée? En- Un particulier, pas l'État. Si un particulier, pourquoi un particulier va construire une mosquée? Pour aider les gens? Exactement, c'est ça. Et toi, il a la foi et il veut se rapprocher de Dieu. Alors, on appelle ça comment? Ça s'appelle, oui, c'est des offrandes. C'est, je donne ce terrain, je construis cette mosquée pour plaire à Dieu. Et ça, c'est pas uniquement dans l'islam, c'est dans toutes les religions. Il y a des gens qui font des dons à l'église. Et l'église, c'est l'institution qui est la plus riche. D'accord? Le ministère des Habous aussi. Parce que ce sont des gens qui vont donner des biens. Et le Habous, il aura la gestion du bien, l'entretenir. Par exemple, d'une mosquée, il faudra l'entretenir, mais aussi il faudra mettre un imam. Vous avez vu des fois que vous avez des mosquées et puis en dessous, il y a des magasins juste à côté. On va prendre juste le cas d'Yel Jama' Mchiche. D'accord? À côté, vous avez des boutiques, une boulangerie et tout ça. Et en fait, ces fonds de commerce permettent de financer la mosquée. D'accord? Donc la mosquée, en fait, la construction, et puis bien, il y a des revenus qui vont être générés, qui vont permettre d'entretenir le bien. Donc, la distinction bien milk et propriété foncière individuelle, les terres non milk, celles qui englobent les propriétés collectives, d'accord, les guiches, les habous et les terres domaniales. Donc ça, ce serait pour simplifier et avoir deux grandes catégories. Les propriétés domaniales ou la propriété privée de l'État, ça reste de la propriété privée. On va voir pourquoi. Parce que l'État, quand c'est le domaine privé de l'État, il a le droit de le céder librement. D'où son rattachement à l'administration des domaines. Et l'administration des domaines, c'est relié à qui? Au ministère des Finances. Les terres collectives sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et leur location est soumise à autorisation. Donc, il faut vérifier si les jma'a, l'assemblée, est d'accord pour la location de la terre. Parce que si on loue et que quelqu'un a besoin d'exploiter la terre parce qu'il a besoin pour survivre, c'est pas possible. Milk, alors, c'est la forme de propriété de base et qui correspond à la définition romaine de la propriété. On va étudier plus longuement le démembrement de la propriété, mais le milkiya, c'est cette propriété parce que j'ai l'usus, le fructus et l'abusus. Ça veut dire que j'ai l'usage. Le fructus, c'est quoi? La possibilité de générer, oui, des fruits, de pouvoir générer des revenus de ce bien-là. L'usage, ça veut dire que je peux y habiter dedans. Et le fait que je puisse y habiter, c'est de l'usage. Et aussi le fait de pouvoir en être le propriétaire. Si on reprend la définition qui est la plus optimale, celle de la nue propriété et de l'usufruit. La nue propriété, je suis propriétaire des murs. D'accord? L'usufruit, c'est-à-dire que je peux habiter dedans, exactement, ou je peux le louer. C'est ça l'usufruit. Donc parfois, il y a des gens qui sont usufruitiers, on reviendra sur ça, qui ont sans être exactement propriétaire. Et vous avez quelqu'un qui est le nu propriétaire, mais il n'a pas l'usufruit. D'accord? On va voir ça dans un cours dédié sur le démembrement de propriété. Donc, la propriété foncière privée, elle se divise également en deux catégories. Vous avez le mulkiya,
qui concerne les biens non enregistrés, mais dont la propriété est établie par des actes notariés. Voilà, c'est les biens en fait qui sont actés, mais qui ne sont pas immatriculés. Ensuite, vous avez les biens qui sont actés et qui sont immatriculés. C'est ce qu'on appelle les biens titrés. Vous entendez toujours ce terme-là? Ça vient de ce mot-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il est titré? Et le fait que le bien est titré, c'est ce bien-là qui va vous donner une garantie. Il y a des gens qui ont énormément de problèmes. Quand ils veulent acheter un bien, ils trouvent une maison, elle est très bien. Mais quel est le problème? Exactement, très bien, elle n'est pas titrée. Vous allez juste là, Mehdiya. Vous savez, des maisons sont magnifiques. Mais ils ne sont pas titrés. D'accord? Donc, si tu achètes la maison, c'est quoi? C'est à tes risques et périls. Puisque tu as des risques qu'on conteste ta propriété. Exactement. Et c'était le cas également pour les gens qui avaient des cabanons. Vous connaissez les cabanons? C'est des petites maisons qui sont à côté de la plage. Et les gens, des fois, ils vendent les cabanons. Mais ils vendent les cabanons et ils disent à la personne qu'il n'y a pas de titre. Et de toute façon, comme il n'y a pas de titre, tu ne peux pas aller à la conservation foncière pour dire j'ai acheté un cabanon. Ah oui, nous, on n'a pas dans le cadastre les cabanons. Ok. Donc voilà pour le bien titré qui est la protection suprême du bien immobilier. Puisqu'il est titré, il est acté, il est enregistré à la conservation foncière. Oui. Est-ce qu'on peut faire Et oui, on peut. Quand on a un bien qui est non titré, et on va y arriver là tout de suite, on a la possibilité via une procédure judiciaire de le faire immatriculer. Le mulkiya, donc c'est une forme de propriété, ce qu'on a dit, c'est les biens qui ne sont pas enregistrés. Mais il n'empêche que ça reste de la propriété privée. Même si ce n'est pas immatriculé, ça empêche que la personne a le titre de propriétaire, mais sans avoir un titre de propriété, voilà, en bonne et due forme, du fait de la conservation foncière. Là, c'est là où on arrive au cas de la possession. D'accord? Parce que mulkiya, c'est en lien avec la possession. Exactement. La possession, c'est le fait de détenir ou de jouir d'une chose ou d'un droit qu'on détient ou qu'on exerce par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. Donc là, c'est pas la même chose, mais quand on l'exerce en son nom propre, ça pose pas de difficulté. Quand quelqu'un dit « je dispose de la chose pour quelqu'un d'autre », il n'est pas propriétaire, il en est seulement ce qu'on appelle le gardien. On appelle le gardien de la chose. La possession, quand on l'exerce, il faut l'exercer avec l'âme du propriétaire. C'est-à-dire se comporter comme étant le propriétaire et ça veut dire que j'ai les attributs du propriétaire. Ça se pose à ce qu'on appelle la détention précaire. Quand je suis un détenteur précaire, ça veut dire que j'ai la reconnaissance du droit d'autrui d'occuper ce bien. Je ne suis pas le propriétaire. Mais les gens savent que je suis simplement l'occupant, voilà, le détenteur. On parle de la détention précaire, mais en réalité, quand quelqu'un habite dans un lieu, et on sait très bien, je vous donne un exemple, quelqu'un qui a laissé une maison abandonnée. On sait très bien qu'il y a un monsieur qui vit là-bas depuis plusieurs années, mais la propriété appartient à d'autres personnes. Tout le monde le sait. On dit que c'est un occupant précaire. On reconnaît le fait qu'il habite dedans sans en avoir le titre. L'article 240. Alors, 240 de quoi? C'est l'article 240 du Code des droits réels. Le Code des droits réels donc, est disponible en ligne, mais le problème, c'est qu'il n'est qu'en version en arabe. Il y a le cabinet Bassamet qui a fait une traduction et elle est assez bien faite. D'accord? Donc, l'article 240
donne les conditions de la possession. Il y en a 6 et c'est des conditions qui sont cumulatives. Pour être considéré comme possesseur et ensuite pouvoir, dans un second temps, revendiquer quoi? La propriété. Il faut avoir ce qu'on appelle la mainmise sur l'immeuble. Ça veut dire, la mainmise, ça veut dire être dans le bien, l'exploiter, l'utiliser et l'entretenir. D'accord? C'est ça qu'on appelle la mainmise. Ça veut dire la pleine possession, en quelque sorte, du bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une partie du bien qui soit exploitée par quelqu'un d'autre. Là, à ce moment-là, la condition de la mainmise, elle n'est pas possible. Il faut avoir la mainmise sur l'intégralité de l'immeuble. Il faut se comporter en propriétaire. Agir en propriétaire, c'est la théorie de l'apparence, exactement. Aux yeux des autres, je suis le propriétaire. Aussi, troisième condition, je dois revendiquer la propriété de l'immeuble. C'est-à-dire que je dois me comporter comme le propriétaire, je dois avoir la maîtrise de l'immeuble, mais aussi, je dois dire aux gens que je suis le propriétaire. Quatrième condition qui se cumule aux trois autres, il faut qu'il y ait une absence de contestation sur la propriété de l'immeuble. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté qui dit non, c'est moi qui est propriétaire, ou je suis propriétaire de la parcelle qui est là-bas. Cinquième condition, il faut une continuité de la possession. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis là, je suis dans le bien, je vis dedans, je l'utilise, je l'exploite, je suis sur la terre, tout le monde voit que je fais les semences, que je fais les récoltes, et je dis à tout le monde que je suis le propriétaire de cette terre. Et ça, de manière continue. Il ne faut pas que je revendique la propriété pendant 1 an, et puis après, pendant 3 ans, je ne suis plus là, je n'apparais pas. Donc ça aussi, c'est une des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine pérennité pour éviter que chaque fois, il y ait quelqu'un qui vienne et qui revendique la propriété. Il faut que ça dure dans le temps, il faut avoir la maîtrise du bien et aussi, il faut habiter ou exploiter, par exemple, la terre pendant une certaine période. Quand la personne qui était le possesseur, par exemple, du bien immobilier, quand celui-ci va décéder, l'aliénation de l'immeuble doit être ignorée. En fait, si entre-temps, celui qui avait la possession, il a réuni toutes ces conditions, entre-temps, il décède, il faut ignorer l'aliénation du bien. C'est-à-dire que le bien, genre, il a été donné à quelqu'un d'autre ou il a été vendu, il faut l'ignorer parce que de manière rétroactive, il faut considérer que le fait qu'il était possesseur pendant cette période-là, ça veut dire qu'il a acquis la propriété. Vous comprenez? Donc si pendant, je ne sais pas, 35 ans, il était possesseur et que le bien n'avait pas de lien avec des proches et tout ça, et bien là, à ce moment-là, au bout de 10 ans, on va le voir, il aurait pu acquérir la propriété. Si 35 ans après, quelqu'un vient et aliène le bien, là, à ce moment-là, il faut quoi? Il faut revenir en arrière parce que si il en était le propriétaire, le bien qui a été vendu après, donc si moi j'ai été propriétaire avant et que ça a été reconnu après, avant, j'étais alors propriétaire. Donc, si j'étais propriétaire, le bien, il était à moi. Et que, entre-temps, tu décèdes. C'est qui doit bénéficier de ce bien-là? Les héritiers, très bien. Donc, en fait, de manière rétroactive, tu reviens sur la propriété et tu permets la dévolution successorale. D'accord? On reviendra sur ça aussi en matière de procédure, en matière de droit civil, en responsabilité civile. Bon, entre parenthèses, par exemple, il y a quelqu'un qui a un accident. Entre le moment où il a l'accident et le moment où il décède, il y a des postes de préjudice qui vont se créer. Et ils vont rentrer dans son patrimoine. Tout ça de manière virtuelle. D'accord? Et ces droits-là, en fait, il va les acquérir entre ce laps de temps. Et ce laps de temps, ces droits, il va les avoir. Et ils vont être transmissibles à ses
héritiers, à ses ayants droit. Exactement. Et là, on est dans la même chose. Ce droit-là, en fait, était existant. Donc, si le bien il est aliéné après, ça doit être ignoré parce qu'il faut appliquer le système, voilà, de la dévolution successorale, puisque le droit était existant avant. Donc, la création d'un droit, ça le fait rentrer dans le patrimoine. Donc, ça veut dire qu'à cette période-là, ce bien-là immobilier était déjà dans le patrimoine de la personne qui est décédée, qui est le décujus. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on doit ignorer la cession ou la réattribution du bien à quelqu'un d'autre. Ok ? C'est bon, vous avez compris ? La possession prolongée, donc d'un bien foncier, elle permet d'écarter toute revendication. Mais d'un côté, le législateur marocain, il a mis ce truc de 10 ans. 10 ans, c'est suffisant, d'accord, pour permettre de revendiquer la propriété. Au-delà, ce serait trop. Par contre, il y a une exception. Quand il y a des proches, le législateur, il a dit que la possession, elle est beaucoup plus longue, il faut qu'elle soit de 40 ans. Pour pas qu'il y ait de contestation ensuite, d'accord ? Une fois que la décennie, elle est découlée, les 10 ans, le possesseur ne peut plus être contesté dans sa qualité de propriétaire selon le droit musulman. D'accord ? On a dit que ça faisait partie de quel rite, ça ? Le rite malikite. Et que la possession, elle va s'étendre au-delà de 10 ans à 40 ans quand elle offre une protection encore plus solide pour vis-à-vis des proches. Après, quand j'ai été possesseur et que je peux revendiquer la propriété, quelle est l'étape ultime que je dois faire ? L'immatriculation. Ça va être considéré après comme étant ma propriété, mais en propriété milk. Donc après, je dois l'immatriculer pour garantir de manière incontestable ma propriété exactement. Alors, le bien milk, il a donc du fait de son mode de transmission successorale, comme je vous ai dit tout à l'heure, le cas du possesseur qui décède, d'accord ? Le bien milk, en fait, il est souvent dans l'indivision. Pourquoi ? Parce que c'est des possesseurs sur plusieurs générations, d'accord ? Et donc, sur plusieurs générations, ça veut dire plusieurs indivisaires. Donc, les co-indivisaires, ça veut dire c'est des gens qui sont propriétaires d'un bien indivis. Indivis, c'est-à-dire qui n'est pas réparti, qui n'est pas partagé. Le droit marocain, il a une règle qui est simple. Nul n'est contraint de rester dans l'indivision. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes dans l'indivision, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Il suffit qu'une seule personne demande le partage, ça va entraîner le partage du bien. D'accord ? Donc, soit c'est le partage du bien, soit c'est le rachetage de parts. Donc, l'article 25 du Code des droits réels, il explique que les co-indivisaires peuvent, s'ils sont tous d'accord entre eux, partager la chose commune de la manière qu'ils veulent, à condition que le partage soit effectué conformément aux lois et aux normes en vigueur. Donc, ça veut dire que le partage entre co-indivisaires est possible, d'accord ? Ils peuvent faire une répartition, quoique cette répartition ne peut se faire qu'au regard du code de la famille, d'accord ? Sur la dévolution successorale, sur l'héritage. Ok ? Donc, toujours, on va répartir selon les règles en vigueur dans le droit musulman pour le partage des droits réels. De la part de qui est dans l'indivision, ça sera au regard des règles en vigueur. Nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et tout co-indivisaire peut demander le partage à toute condition est contraire. Ça veut dire quoi ? Dire qu'il ne peut pas y avoir un pacte en disant ouais, on ne partage pas. Non. Donc un pacte où on dit voilà, on ne pourra pas faire de répartition, il faut qu'on reste dans l'indivision. Donc tout cela n'est pas possible. La part de l'individu, donc le droit de préemption
Le droit de préemption, ça veut dire que c'est la faculté pour un copropriétaire dans un bien qui est indivis, il a la priorité, d'accord, pour racheter les parts de quelqu'un. Ça s'appelle le droit de préemption. D'accord, il a le droit de racheter la part. En fait, quelqu'un qui veut vendre sa part, il doit la présenter en premier, exactement, au copropriétaire. Donc, c'est ça, la part de l'individu. Pour conclure, donc, la part d'un bien immobilier peut être réalisée de 3 manières différentes au Maroc. Donc, vous avez l'acte adulaire chez les Dôles. Il existe 2 méthodes possibles. La première, elle implique la vérification préalable du droit de propriété, tandis que la deuxième, elle ne nécessite pas de vérification. Mais ça aussi, ça reste assez contestable. Le fait qu'on fasse la propriété sans pouvoir vérifier, sans vérification. Mais les officiers doivent l'indiquer en fait dans l'acte que la propriété est revendiquée mais qu'elle n'est pas vérifiée. Ensuite, on peut avoir des biens qui sont la vente qui est réalisée par des actes sous seing privé. Et ça existe encore au Maroc. Vous avez des gens qui vendent des biens et qui font des actes sous seing privé et qui vont les légaliser fil muqata'a. La vente immobilière existe. Par contre, elle n'est pas opposable. Elle n'est pas opposable vis-à-vis des tiers. On reviendra sur ce point-là aussi également après. L'acte qui est incontestable, c'est l'acte notarié. D'accord, l'acte notarié, il est rédigé. Ensuite, le notaire vérifie que le bien qui est vendu est bien purgé et grevé de toutes les sûretés. D'accord, donc il ne reste rien sur l'immeuble, il n'y a pas de sûreté. Quand quelqu'un, par exemple, il va acheter un bien immobilier, on doit apporter un certain nombre de documents comme quoi le bien, il n'y a plus de dettes dessus, il n'y a plus de taxes à payer, que les frais de la copropriété, par exemple, sont payés. D'accord ? Et donc, le rôle du notaire se fait à ce moment-là, de vérification et aussi, il va introduire la demande d'immatriculation auprès de la conservation foncière. On va passer aux terres collectives. D'accord ? Donc, les terres collectives, ce sont les terres de tribu. Elles sont sous l'administration et la tutelle du ministère de l'Intérieur. Les terres collectives sont dotées de la personnalité morale. Elles sont propriétaires, mais de manière collective. La propriété appartient à tous les membres de la tribu. La terre collective peut être délimitée, d'accord, avec la procédure de bornage, et elle peut être immatriculée. Donc, c'est pour ça que dans l'image, je vous ai mis ce schéma-là de délimitation de la terre. Les particularités de la terre des terres collectives. Déjà, les terres collectives, c'est des terres qui sont gérées par des chefs de famille. Les chefs de famille, c'est eux qui ont la jouissance de la terre. Et la terre collective, elle est inaliénable. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être cédée. Les règles de gestion interne des terres collectives, ça relève de la tribu, d'accord ? Donc, l'organisation, l'accès aux parcelles, l'irrigation, tout ça, c'est laissé à l'appréciation de l'assemblée locale. Jma'a, celle qui décide qui va exploiter quel type d'agriculture, les semences, le partage, comment ça va se faire. Donc ça, le ministère de l'Intérieur, il ne rentre pas dans ça. Tout ça, c'est laissé à l'assemblée des membres de la tribu, des chefs de famille, qui, eux, décident seuls de la gestion de leur tribu. Les terres collectives, elles ont été fortement impactées par la colonisation, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'un certain nombre de tribus ont perdu de leurs terres, et avec la décolonisation, ils n'ont pas pu récupérer l'intégralité de leurs terres. Donc, voilà. Alors, il y a eu une abrogation des articles 8 et 10 du Daïr sur les périmètres de colonisation. Donc, ça n'existe plus.
Ça a été substitué par les terres collectives qui sont situées dans les périmètres d'irrigation. Et donc ça, ces terres-là sont devenues des terres milk en indivision. D'accord? Donc c'est ça qu'on a parlé de la milkisation des terres collectives. Mais on a une volonté du ministère de l'Intérieur d'éteindre l'application de cette milkisation des terres collectives à l'extérieur des périmètres d'irrigation. Et c'est pour ça qu'avant, c'était juste les périmètres d'irrigation et maintenant, ça a été étendu au-delà. Parce que ce n'était pas beaucoup les périmètres d'irrigation, ce n'était pas beaucoup par rapport au volume des terres collectives. Mais maintenant, il y a un process de milkisation des terres collectives. Ça veut dire que ce sont des terres dans l'indivision. Et donc, si les personnes ne sont pas obligées de rester dans l'indivision, il y aura la possibilité de faire des partages. Les caractéristiques des terres collectives, donc on revient dessus rapidement. Donc, c'est des terres qui sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et qui peuvent être en fait louées sous autorisation de l'Assemblée Jma'a. C'est eux qui donnent l'autorisation et ça se fait par contrat. Ce texte, il est toujours en vigueur. Il fixe ainsi les pouvoirs de la tribu et également le droit de regard de l'organisme de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur avec la direction des affaires rurales. Alors, dans chaque tribu, vous avez Naïb. Naïb, c'est lui qui va rendre des comptes vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Donc, lui, il a un rôle central. Il va représenter la communauté. Il va défendre les intérêts de ses membres. Et puis, également, il sera l'interlocuteur privilégié avec le ministère de l'Intérieur. Il ne va pas parler avec Jma'a entière, d'accord? Il faut des représentants qui, eux, vont porter la voix des assemblées des tribus. Et aussi, puis, il a un rôle de contrôle et c'est, lui, l'autorité naïb au sein de l'Assemblée. Également, les assemblées, elles ont des revenus qu'elles vont générer par la location, mais également par l'agriculture. Ces revenus-là vont être gérés par le ministère de l'Intérieur qui vont prendre des comptes pour chaque tribu et la traçabilité des fonds, le partage et tout ça, c'est le naïb qui aura accès. Donc, ils auront accès au patrimoine et il en rendra des comptes vis-à-vis des membres de l'Assemblée. Donc, voilà pour la gestion financière. Donc, c'est des comptes bancaires qui sont auprès de la DAR. Le rôle aussi déterminant du conseil de tutelle. On en avait parlé, je reviens un peu dessus. Les tribus peuvent avoir des conflits entre elles, notamment en termes de délimitation. D'accord? Les tribus peuvent ne pas être d'accord sur la délimitation des terres. Ils peuvent avoir aussi des problèmes sur la gestion de la terre, s'il y a des conflits à l'intérieur, notamment s'ils sont d'accord pour louer ou pas louer. Il y a également des problèmes sur la liste des ayants droit. Les dossiers, par exemple, en matière d'indemnisation des ayants droit par rapport à la terre qui a été cédée. Donc, tout ça, ça passe devant le conseil de tutelle. Également, tout le contentieux qui est lié à la distribution des fonds. Également, la circulaire 333 du 27 novembre 1978, qui est une circulaire qui est connue, surtout parce qu'elle est facile à retenir. Elle concerne l'acquisition des terres collectives par les collectivités locales. Donc, quand les collectivités locales ont besoin de ces terres pour des projets socio-économiques, eh ben, ils ont la possibilité d'exproprier les tribus, mais uniquement dans l'intérêt de la collectivité.
Donc, c'est soit pour construire une usine, soit construire des logements sociaux. Ça ne peut pas se faire, on ne peut pas s'accaparer les terres comme ça. En compensation, ils vont avoir une indemnisation ou ils vont être relogés pour éviter que les gens, en fait, ne se retrouvent dans les habitats insalubres. D'accord ? Pour éviter de recréer des zones où il y a des bidonvilles, le ministère de l'Intérieur donne des indemnisations et des logements. La direction des affaires rurales, elle est en charge du dossier des terres collectives, également en matière d'immatriculation. Tout ça, la cession, la location, tout ça, ça passe par la DAR qui a son droit de regard pour éviter qu'il y ait des mauvaises gestions et aussi garantir la pérennité de ces terres collectives. Concernant la mulquisation des terres collectives, donc à partir de 1969, le statut légal des terres collectives, ceux qui sont à l'intérieur des périmètres d'irrigation, ça a changé. Donc, pour que ces terres, en fait, deviennent des terres, elles passent de terres collectives à terres mulques, il y aura un problème de partage des terres. Et ça va conduire au morcellement des terres, puisque c'est en quelque sorte une individualisation des parcelles. On n'est plus dans la gestion collective. Et donc, ça va multiplier les parcelles, et ça va multiplier aussi les conflits sur la répartition. Donc, il faut faire intervenir la DAR pour le partage et aussi l'indemnisation, et aussi savoir qui a le statut d'ayant droit, c'est-à-dire dans la répartition, qui aura le droit au partage. Et c'est là où on se pose la question de la dévolution successorale. Quand les gens sont des bénéficiaires et qu'il y a beaucoup de bénéficiaires, avant, on excluait les femmes de la répartition des terres collectives parce qu'ils disaient que c'était une affaire d'hommes. Ou, comme il y avait trop de gens, il fallait aussi éviter que ce soit il y ait trop de personnes qui gèrent. Donc, on donnait la dévolution uniquement au premier garçon. Voilà, l'aîné, le premier mâle, c'était lui qui avait la terre. Donc ça, c'était pour éviter la multiplication. Mais maintenant, on n'est plus dans ce cas-là, on est dans le milkia. C'est-à-dire que ces terres-là ne sont plus des terres collectives, mais vont devenir des terres privées. Donc, un mode spécifique de transmission successorale a été établi pour éviter ça, l'augmentation du nombre de copropriétaires, donc un seul héritier. Et uniquement, la cession des parts va être autorisée uniquement entre copropriétaires. Donc, ça sera le droit de préemption pour éviter qu'on fasse venir des gens de l'extérieur. D'accord ? Donc, ça aussi, ça a été mis en place dans la milquisation de la terre collective. Et donc, il fallait des répartitions, mais il ne fallait pas que ça ait fallait pas que ça soit inférieur à une certaine superficie. D'accord ? Donc, comme ça, c'était inférieur à 5 hectares, la division n'était pas possible parce que ça va créer des micro-parcelles et ce n'est pas l'intérêt. La dévolution en fonction des tribus. Alors, il y a eu énormément d'inégalités pendant longtemps. Des femmes n'ont pas pu accéder à la répartition ou n'ont pas pu obtenir la qualité d'ayant droit dans le partage, dans le partage des terres collectives. Et c'est pour ça qu'on parle des soulaliyettes. Quand vous voyez ces femmes qui manifestent et qui demandent la répartition. Et donc, en fait, ça a commencé avec des revendications. Je vous ai mis le cas en 2009 de femmes soulaliyettes qui ont demandé l'accès à des parcelles de terre. Et le ministère de l'Intérieur a rendu la circulaire 2620 et qui concernait uniquement les femmes de la région de l'Gharb, où elles pouvaient obtenir et accéder à la terre collective. Elles pouvaient également obtenir les mêmes compensations financières que les hommes. Et c'est avec cette circulaire que tout a commencé
800 femmes ont pu être inscrites sur la liste des bénéficiaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est le fait que ces femmes ont saisi le tribunal administratif, que le ministère de l'Intérieur a entendu cette revendication et a demandé à, pour la première fois, expérimenter, parce qu'il ne pouvait pas étendre ça dès le début à toutes les femmes sous la layette du Maroc. Il fallait d'abord expérimenter, parce que c'était un peu difficile de faire entrer les femmes dans le partage, et surtout faire entrer les femmes comme ayant la qualité d'ayant droit, c'est-à-dire qu'elles pouvaient toucher l'argent de la cession ou de l'indemnisation des terres collectives. Et c'est là où on va parler plus précisément des circulaires du ministère de l'Intérieur et des Soulaliyettes. Les femmes Soulaliyettes, elles ont vu la portée de leur engagement gagner au niveau national, et une circulaire en date du 25 octobre 2010, je n'ai pas mis le nom, a donné le droit aux femmes d'avoir la qualité d'ayant droit. À partir de 2012, il y a eu une autre circulaire parce qu'il y a eu la Constitution de 2011 qui a donné l'égalité entre les hommes et les femmes. À ce moment-là, les femmes, elles avaient le droit d'avoir la même parcelle et elles avaient la possibilité d'hériter des bénéficiaires décédés. Donc ça aussi, c'était une nouveauté puisque les femmes en étaient exclues. Mais ça reste une dévolution successorale qui va se faire au regard des règles d'héritage. Donc elles auront le droit de succéder à la succession, d'accord ? Elles auront la qualité d'héritière, mais ce sera toujours selon les règles du droit musulman, à savoir qu'une femme hérite d'une demi-part. Voilà, la femme, un homme, une part, la femme, une demi-part. Donc, en espérant que s'il y a une réforme du code de la famille en matière d'héritage, ça aura un impact également dans la dévolution successorale pour les femmes Soulaliyettes. Ensuite, le 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Rabat a consacré le droit aux femmes Soulaliyettes d'hériter dans la limite des dispositions d'Il Sharia. Une femme hérite toujours la moitié et le Conseil des tutelles du 18 juin 2013 avait reconnu cette possibilité, même s'il y avait eu un recours en annulation qui avait été déposé par des hommes qui voulaient refuser la qualité d'héritier à des femmes. La loi 62-17 est venue taire toute contestation puisque les circulaires, oui, mais il fallait vraiment étendre sur tous les cas et sur tout le territoire marocain la tutelle administrative sur les communautés Soulaliyettes. Donc, article 6, les membres des communautés Soulaliyettes, hommes et femmes, jouissent de la propriété collective. Et aussi, nouveauté, c'est que depuis cette loi-là, les femmes ont la possibilité de devenir représentantes des assemblées des tribus. Donc, Naïb et son versant féminin, Neiba. Ok, donc elles pourront être elles-mêmes élues au sein des collectivités. Le décret d'application, il a quand même posé quelques difficultés. On avait vu ce cas-là la semaine dernière. C'est concernant la notion de résidence. Pour avoir la qualité de bénéficiaire, il faut résider sur la terre. Mais certaines femmes, en fait, elles vont avoir des problèmes par rapport à la résidence parce que leur statut matrimonial a changé. Ça veut dire qu'elles étaient mariées, elles sont devenues veuves ou elles ont divorcé et donc la résidence a changé et elles peuvent perdre la qualité de bénéficiaire du fait de ce changement de statut social. Et donc, cette difficulté fait que plusieurs chercheurs et professeurs ont dit qu'il faudrait que le législateur intervienne pour éviter que la notion de résidence, en fait, ne contraigne des femmes à quitter ou ces femmes-là qui ont été obligées de quitter ne perdent pas leur qualité d'ayant droit.
Concernant aussi, donc dernier point, la circulaire 6303 du 13 mai 2020 relative à la privatisation des terres collectives dans les zones non irriguées. Donc l'acquisition de la propriété privée des terres est soumise à plusieurs conditions, notamment d'avoir le statut d'ayant droit. Donc le fait d'avoir une résidence permanente sur la terre en question, ça veut dire une activité agricole, il faut habiter, il faut exploiter la terre. Tout ça, c'est pas forcément facile pour une femme. Donc, dans les parcelles communautaires, les femmes, elles restent exclues, surtout quand elles n'ont pas la résidence ou quand leur statut social a changé et qu'elles ont perdu de ce fait-là la résidence. Alors, il y a une transition entre les biens milk et les terres collectives. L'établissement de la liste des ayants droit, ça aussi, elle pose des difficultés. Depuis que maintenant, les femmes aussi, elles ont la qualité d'ayants droit, il y a plus d'ayants droit. Et donc, le fait d'établir ces listes, ça va prendre beaucoup plus de temps. Il y a encore du contentieux qui est important sur la liste des ayants droit. Les listes, toujours, quand il y a des contestations, ce sera de la compétence du conseil de tutelle de la DAR, d'accord, au niveau du ministère de l'Intérieur. Et les délimitations, des fois, posent problème parce que les terres collectives, des fois, elles ne sont pas immatriculées. Donc ça aussi, c'est encore loin d'être achevé. Milkisation, mais encore des problèmes, tant sur la qualité d'ayant droit que sur la délimitation de certaines terres collectives. Et donc voilà pour ce récap du cours de droit foncier. J'espère que c'est un peu plus clair, que vous avez compris. Est-ce que vous avez des questions ?